Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur les déclarations des dépenses. J'espère que tout le monde peut nous voir et nous écouter. Et si jamais vous avez des soucis, vous pouvez nous écrire parce que, en fait, nous souhaitons que toutes les communications soient faites par le chat public, pas par le chat privé et pas non plus par la communication orale. Avant de commencer, nous souhaiterons remercier la mairie de Jaca pour nous accueillir. Et on écoute qu'on commence vraiment à 10 heures. Et on va essayer de faire toutes les présentations, environ 45 ou 50 minutes, pour après laisser un espace de temps pour résoudre les questions. Mais en tout cas, on va essayer de répondre les différentes questions en parallèle à la présentation aux présentations qui vont être faites. Et on souhaiterait vous dire aussi que vous saviez, j'imagine que vous avez reçu un courrier électronique avec la nouvelle version du guide que vous pouvez télécharger. Et en fait, nous vous conseillons de le faire et parce qu'on a mis à jour certaines fiches et certaines données. Et avant de donner la parole à mes collègues Émilie Lalanne, qui est financière du secrétariat, et Teresa Sass, qui est gestionnaire aussi du secrétariat conjoint. Et on souhaiterait vous rappeler qu'il est très important de mettre à jour dans votre fiche de candidature, dans les données des bénéficiaires, les numéros de compte, et parce que c'est très, très important et c'est pas très bien rempli, surtout pour les projets qui ont été programmés en deuxième appel à projet. Et je rappelle, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait nous poser des questions, qu'on va pas donner la parole, qu'on vous demande de nous mettre les questions sur les chats publics, parce que c'est important de que tout le monde puisse voir les questions et que les réponses soient aussi pour tout le monde. Et bon, je vous laisse avec Émilie Lalanne, financier du secrétariat, et Teresa Sass. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Teresa Sass et je suis gestionnaire des projets au sein du secrétariat conjoint du POCTEFA. Je vais faire cette présentation avec ma collègue en français, avec ma collègue Émilie Lalanne. Bonjour. Donc, on va commencer tout d'abord avec un petit rappel sur les circuits des financements. Et on va voir en fait par la suite les premiers pas de ce circuit de financement, qui est la déclaration intermédiaire individuelle des dépenses des bénéficiaires. Donc, dans ce circuit, tout d'abord, les bénéficiaires font une déclaration individuelle des dépenses. Suite à cette déclaration, les contrôleurs de premier niveau, qui est un contrôleur choisi par les programmes, analysent la validité des dépenses. Par la suite, suite à cette validation des dépenses, il y a une déclaration, mais au niveau de l'opération, du chef de file de chaque projet. Et par la suite, il y a un contrôle de cohérence du secrétariat conjoint et de l'autorité de gestion qui fait une validation finale des dépenses des projets. Donc, dans le cadre de ces webinaires d'aujourd'hui, on va traiter surtout les premiers pas, qui est la déclaration individuelle des dépenses des bénéficiaires. Donc, concernant les calendriers et de ces déclarations des bénéficiaires, on vous rappelle qu'il y a deux périodes où elle peut être faite. Deux périodes. Avril, la date limite pour l'un des périodes, ça serait 1er avril. Et la deuxième période serait avec date limite 1er septembre.
Donc, tous les bénéficiaires d'un projet doivent accorder la date à laquelle ils veulent faire la déclaration des dépenses. Il y a une obligation de faire une déclaration des dépenses par an et tous les bénéficiaires doivent la faire dans la même période, c'est-à-dire soit en avril, soit en septembre. Imaginons un projet qui commence en janvier 2018 et tous les bénéficiaires décident de faire la déclaration en septembre 2018. Donc, ils vont tous la faire en même temps, mais il y a une différence qui est permise, c'est-à-dire la période qui couvre les dépenses de chaque bénéficiaire. Même si tous vont tous la faire en septembre, il peut y avoir des bénéficiaires qui vont présenter des dépenses de janvier au 30 juin et il peut y avoir d'autres bénéficiaires qui vont faire la déclaration et inclure des dépenses de janvier jusqu'à la fin août. Donc, vous nous rappelons aussi que vous pouvez faire la déclaration des dépenses au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans la plateforme CIGEFA et commencer à rentrer les dépenses et commencer à faire les rapports d'exécution parce que la déclaration est ouverte tout au long de l'année. Il y a une nouveauté très importante par rapport aux déclarations, bon, et surtout pour ceux qui connaissent déjà un peu les déclarations, les circuits de financement. Il y a une nouveauté très importante. En fait, tous les bénéficiaires doivent faire la déclaration des dépenses, mais pour ces bénéficiaires qui ont des dépenses inférieures au 10% du coût total du bénéficiaire, ils seront obligés de faire la déclaration des dépenses, c'est-à-dire d'introduire les dépenses et de faire un rapport intermédiaire d'exécution, mais ils ne devront pas la finaliser la tâche, c'est-à-dire ils doivent enregistrer les données, faire les rapports d'exécution pour que le secrétariat conjoint puisse en fait connaître les dépenses que ce bénéficiaire a eues dans la période et connaître aussi ce qu'il a fait, mais il ne doit pas la finir. C'est-à-dire, cette déclaration ne va pas être traitée. Donc, il ne faut pas la finaliser. Seulement rentrer les données. Concernant les spécificités des partenaires andorrans, on vous rappelle aussi que ces partenaires peuvent regrouper dans la déclaration des dépenses, peuvent faire un regroupement des dépenses par catégorie de dépenses. Ils ne sont pas obligés en fait de fournir les justificatifs des dépenses, sauf si il y a une demande du contrôleur. Et ils ne doivent pas non plus remplir toutes les rubriques du rapport d'exécution. Il y a certaines rubriques qui ils ne sont pas obligés à remplir, à les saisir. Donc ça, vous pourrez consulter les rubriques spécifiques en fait dans les guides de déclaration de dépenses, dans les fiches de comment rédiger un rapport d'exécution. Et je pense que tous les chefs de file ont déjà créé les comptes d'usagers pour tous les bénéficiaires des projets dont ils participent. Et bon, en fait, c'est les premiers pas pour pouvoir faire une déclaration de dépenses. Les chefs de file doivent créer ces comptes d'usagers pour tous les bénéficiaires du projet. C'est une tâche qui revient au chef de file. En fait, bon, vous savez, si vous ne l'avez pas déjà créé, il y a une fiche, la fiche numéro 1, que vous pouvez consulter pour suivre toute la procédure de création des usagers. Si vous avez quelques problèmes que ce soit quand vous rentrez vos dépenses ou avec la plateforme CIGEFA, on vous prie de nous contacter par email
par email. Et par téléphone, si jamais vous n'arrivez pas à nous joindre, mais de préférence par email. Oui, de préférence par email à l'adresse consultas@poctefa.eu. Et c'est très important d'identifier votre projet avec les numéros EFA et votre acronyme, parce que si on a vraiment beaucoup de bénéficiaires et si vous ne faites pas cette identification, pour nous, c'est vraiment difficile de trouver à quel projet vous participez et qui vous aide. Donc, on va commencer avec la déclaration, à vous expliquer comment ça marche, la déclaration de dépenses. Et on va faire une preuve avec un test avec la plateforme SIGEFA. Alors, il est important d'indiquer que la plateforme sur laquelle nous rentrons n'est pas un vrai projet. Donc, c'est une plateforme SIGEFA qui n'est pas la réelle sur laquelle vous travaillez, mais une version d'essai. Donc, ça nous permettra de vous montrer une nouvelle fonctionnalité sur laquelle nous allons basculer tout de suite. Pardon, parece que no nos escucha. Ah, on a un problème de son, on nous indique. Ah, d'accord, pardon. Nous allons rentrer comme utilisateur, c'est-à-dire comme un bénéficiaire. Donc, ça sous-entend que les chefs de file, comme l'a dit Teresa, ont déjà créé leur partenaire. Donc, ah. Voilà. Alors, c'est pas le vrai projet Transgarona, hein. On a gardé le nom, mais en fait, toutes les données personnelles ont été éliminées. Ah, on n'a pas compartido la pantalla. Autant pour nous. Voilà. Ahora sí. Y ahora vas a donde quieras. Donc, tu es là. Donc, vous n'avez pas vu, mais on est rentré avec le partenaire, avec un utilisateur partenaire. Et nous rentrons dans un projet qui s'appelle Transgaronne, qui n'est pas le vrai Transgaronne qui a été approuvé. C'est une version d'essai et il n'y a pas de données confidentielles à l'intérieur. Bon, donc on commence, on rentre dans les projets. Et vous allez voir, en fait, pour faire une déclaration de dépenses, vous allez avoir quatre rubriques qui sont très importantes. On va vous expliquer la rubrique réunion du projet. Qui est nouvelle. Ensuite, la rubrique registre des dépenses, registre des financements et la déclaration individuelle des dépenses et des financements proprement dites. Donc, comme l'a dit ma collègue Émilie, il y a une rubrique qui est nouvelle, qui est celle des réunions des projets. Donc, on va cliquer là-dessus. On va rentrer. Ici, vous pouvez au fur et à mesure rentrer toutes les données des réunions qui ont eu lieu lors de l'exécution du projet. Donc, si vous voulez créer une nouvelle réunion, il faudrait cliquer sur « Créer nouveau ». Peut-être qu'on peut juste en créer une nouvelle pour montrer. Oui. Voilà. Donc, ici, vous aurez les nombres ou le titre de la réunion, la date et la description. Et vous pouvez joindre la documentation relative à la réunion dans ces petites icônes. Oui. Alors, documentation des réunions. On va voir un exemple déjà fait. Par exemple, un séminaire de présentation du projet qui s'est tenu le 4 juin 2018. Ensuite, vous pouvez inclure une description de cette réunion. Et dans la documentation des réunions, ici, on a des exemples des documents que vous pouvez joindre. Par exemple, alors, il existe une version française d'un SIGEFA, oui, dont les traductions sont parfois un petit peu, un peu difficiles. On a du mal personnellement à tenir à jour les versions françaises. La version d'essai, en plus, n'est pas très développée du côté français. Donc, vous pouvez rentrer tout à fait sur la version française dans le vrai SIGEFA. Là-dessus, vous verrez pas tout, mais on va essayer de vous le mettre là-dessus.
Donc, et on était resté ici à la documentation. Non, il n'est pas ici de documentation. Non, c'est parce Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être parce que tu es en français. Ouais. Bon. On va faire l'exemple avec la version en espagnol. Oui, on va continuer sur la version en Oui. espagnol puisque la version d'essai n'est pas encore totalement fonctionnelle et qu'on ne va pas la développer sur ce point-là. Donc, oui. Ah, mince. Alors, un point cependant, à quoi sert, je reviens en arrière, à quoi sert ce module de réunion? Il vous permet, sans doute ceux qui ont déjà certifié les dépenses ont sans doute eu des difficultés par rapport aux contrôleurs qui refusaient les dépenses ou qui n'avaient pas la preuve de la réunion, de déplacement ou ce genre de choses. Cela va vous permettre de développer quand vous allez saisir les dépenses, de pouvoir joindre un certain nombre de documents à vos dépenses. Ça va vous permettre aussi de travailler de façon conjointe. C'est-à-dire que si vous avez des réunions de partenariat, l'idée de cette création de réunion, c'est que le chef de file peut créer la réunion où vous êtes réunis tous ensemble, où tout le monde a des dépenses de voyage qui sont liées à ça. Un seul des partenaires peut la créer et vous aurez tous accès à cette réunion. Si c'est le partenaire 1, 2 ou 3 qui l'a fait, vous pourrez utiliser la réunion qu'il a créée avec l'intégralité des pièces justificatives, ce qui vous évitera d'avoir à les saisir plusieurs fois en fonction des dépenses et une seule fois pour tout le projet. Ça veut dire que vous devez vous organiser entre vous dans le partenariat pour saisir vos réunions ou événements. C'est pas limité aux réunions, ça peut être les événements. C'est possible pour les photos, les comptes rendus, éventuellement les liens avec les vidéos, tout ce qui donne la preuve du déplacement. Bon, ensuite, le deuxième onglet, ça serait les registres des dépenses. Dans ces registres des dépenses, il y a une étape préalable au registre des dépenses proprement dit, qui est l'enregistrement de certaines données, comme celles de ressources humaines, des fournisseurs et des marchés publics. Donc, c'est là, en fait, comme pour les modules des réunions et d'événements, c'est là où vous permettre d'enregistrer certaines données qui vont être constantes au long du projet et comme ça, vous pourrez garder la documentation relative à ces données et ne pas la répéter par la suite dans l'enregistrement des dépenses. Donc, on va commencer avec un exemple des données des personnels, des ressources humaines. Attention pour ceux qui ont des coûts de personnel à courriel. Donc, on a ici un exemple. Les numéros, ça sera un numéro qui donne les CGFA de manière automatique et systématique. Vous aurez à saisir les noms et les prénoms et les noms de cette personne. Et vous aurez aussi un fichier avec, et vous pouvez y rentrer et par exemple mettre tous les documents justificatifs et relatifs à cette personne, par exemple les contrats de travail. Ça serait pour les dépenses des ressources humaines. Pour les Français, bon, il y a aussi un NIF-SIF. Pour les Espagnols, c'est une donnée obligatoire de les mettre, mais pas dans les cas des Français, des bénéficiaires français. Ensuite, nous avons aussi les données des fournisseurs. Par exemple, on a fait un marché public, on a passé un marché public avec un consultant et on enregistre les données de ces consultants avec les numéros des SIRET et SIF ici. Qui doit apparaître. Le but de ces informations que l'on saisit avant, c'est de vous éviter d'avoir à les ressaisir à chaque fois que vous allez enregistrer les dépenses. Donc, comme vous allez avoir en principe toujours le même personnel qui va être saisi et toujours les mêmes types de fournisseurs, une fois créés, vous verrez qu'on les verra automatiquement dans le registre des dépenses. C'est pour ça qu'on les saisit. Cela vous permet également d'éviter de renvoyer à chaque fois en fichier joint à une dépense, à chaque fois les mêmes informations.
une fois saisi le contrat de travail ou le fournisseur, ou on va voir maintenant le contratos publicos qui correspond au marché public et aux données d'un appel d'offres, s'il y en a eu un, vous les mettez une seule fois, vous pourrez continuer à complémenter les informations, mais vous n'avez plus à le refaire dans le registre de dépenses. On va voir après comment ça se lie avec cette information-là. Et voilà, et la dernière rubrique, ça serait celle des données des marchés publics. Et ici, vous pouvez, en effet, il vous demandera un numéro des dossiers. Oui. L'objet du contrat, par exemple, on a un service de traduction du séminaire de présentation du projet. On vous demandera les fournisseurs et les montants sans taxe de la décision d'attribution du contrat. Par exemple, 30 000 du marché, pardon, 30 000 euros. Et la date d'attribution du contrat. Vous savez aussi un lieu pour attacher tous les documents relatifs à ces contrats. Par exemple, les cahiers des charges administratifs, les cahiers des charges techniques, la décision d'attribution du marché, la publication des annonces, voilà, la demande de devis, des 3 devis dans le cas où vous êtes en dessous des 3 devis, la preuve que vous avez fait la publication de l'attribution, en fait, ce sur quoi vous êtes obligé d'avoir, vous avez des obligations par rapport au marché public. D'où, faites attention quand vous créez le marché public, dans l'écran d'avant, c'est ce montant-là qui va régir la façon dont on va contrôler, le contrôleur va contrôler vos dépenses. En fonction de ce montant, le contrôleur va s'attendre à trouver un certain nombre de documents plus ou moins complets dans les pièces attachées. Et en fonction de la date d'attribution du marché, qui permettra de savoir à quelle réglementation vous êtes soumis, puisqu'il y a eu un changement de réglementation récent sur les marchés publics. Et voilà, et juste une dernière chose par rapport aux données des personnels et pour certaines administrations publiques, il va y avoir une simplification des documents qui doivent être apportés. Et donc, on fera une communication à cet égard dans les plus brefs délais. Voilà, une mesure de simplification pour certaines administrations publiques. Nous allons passer au registre des dépenses proprement dit. Donc, Émilie, oui, alors on va enregistrer quelques dépenses et que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez vous rentrer dans le registre de dépenses. La première chose à savoir, c'est que vous avez un petit moteur de recherche. Vous appuyez, cliquez sur tout et apparaissent toutes les dépenses que vous avez déjà créées. Nous avons déjà créé quelques dépenses, une dans chaque type de catégorie. Donc, quand vous voulez créer une dépense, vous appuyez sur « Créer une nouvelle dépense » et vous arrivez sur ce masque de saisie. La première chose à faire, c'est d'indiquer la typologie de dépenses que vous allez vouloir créer. Pour les dépenses de personnel, qui sont ici, vous allez avoir accès aux personnes que vous avez créées par ailleurs dans les salariés. Si jamais vous ne l'avez pas encore créé, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un salarié ». Donc, je ne vais pas saisir là tout de suite le point, mais pour que vous voyez le masque de saisie global, vous allez remplir chacun des champs. Et ici, vous allez pouvoir le lier à une réunion. Là, en l'occurrence, pour du personnel, ce n'est pas nécessaire. Ce sera plus intéressant sur les dépenses de voyage ou certaines prestations. Donc, on va aller chercher une dépense que nous avons déjà créée, une dépense de voyage, donc, une dépense de personnel que vous avez ici. Donc, nous allons l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Comment celle-ci a été saisie? Elle s'est saisie automatiquement avec le numéro 3. C'est bien une dépense de personnel. Elle correspond à l'employé 1 que nous avions créé pour lequel nous avons mis le contrat. Le numéro de document qui va être rejoint correspond au bulletin de salaire. Pour ça, j'ai mis les bulletins de salaire de 2017 en imaginant qu'on va mettre tous les bulletins de salaire de 2017, de 2018 en fonction. Parce que vous pouvez saisir toute une année, par exemple, et vous mettrez en fichier joint les 12 bulletins de salaire. Vous mettez la date de facture, alors vous allez mettre la dernière date du document, c'est-à-dire du dernier bulletin de salaire. Cette date est liée à celle du formulaire de candidature. Vous mettez le montant total, du coût total, donc ça va être le salaire brut chargé de l'employé 1.
Donc, vous avez la possibilité d'un montant total de mettre effectivement, il y a peut-être pour 30 000 euros de bulletin de salaire, mais peut-être que vous n'avez pas l'intégralité qui est passée dessus. Le champ le plus important, c'est celui qui dit le montant imputé à la déclaration. Donc là, par exemple, si la personne était à 50% de son temps de travail, on ne saisirait donc que 15 000 euros. Donc ça sert à reconnaître un peu la pièce de la dépense et savoir quel est le coût total. Mais le champ le plus important, ce qui va apparaître dans votre déclaration, c'est celui-ci. Dans le cas de dépenses de personnel, il n'y a pas de TVA là-dessus. On le verra sur un autre point. Là, vous allez indiquer comment ça a été payé. En général, c'est par virement bancaire, transferencia, mais il pourrait y avoir d'autres cas. Important, la référence comptable. C'est ce qui va vous permettre de justifier que la comptabilité est séparée. Ce champ nous a été expressément demandé, nous l'avons changé. Il doit permettre, ce champ, référence comptable, de pouvoir faire la traçabilité et assurer la séparation comptable qui est quelque chose d'obligatoire. Donc, allez demander à vos comptables, quand vous saisissez les dépenses, quel est le numéro sur lequel est imputée cette dépense et, si possible, avoir des comptabilités analytiques qui permettent de retrouver les dépenses qui ont été présentées à POCTEFA. Ça doit permettre d'éviter que les dépenses soient présentées à plusieurs projets à la fois. L'objet de la dépense, c'est un champ de texte. L'action à laquelle elle est imputée, donc ça, vous vous souvenez, votre tableau des coûts prévoit différentes actions et vous devez dire à quoi ça correspond, ce travail. Vous pouvez en mettre plusieurs. Par exemple, si l'employé 1 a travaillé à la fois la gestion du trajet et l'activité de communication, vous pourrez spécifier de ce 15 000 euros, dire, ben non, il y a une autre action, je rajoute une action et je rajoute, par exemple, elle a travaillé aux activités de communication en plus. Et là, du coup, il faut que la somme des deux corresponde aux 15 000 euros qu'on a mis tout à l'heure. Je ne le fais pas, mais c'est pour vous indiquer qu'il est tout à fait possible d'imputer une même dépense à plusieurs actions, ce qui nous permettra d'assurer le suivi des actions. Et au cas où vous soyez sur votre deuxième déclaration et que c'est une dépense qui aurait été refusée la première fois, vous devez indiquer, alors là, ce n'est pas le cas puisque c'est comme si c'était la première, mais vous auriez à indiquer, oui, elle m'a été déjà refusée par le contrôleur la première fois dans la déclaration numéro 1 et il s'agissait de la dépense, alors là, ça n'apparaît pas, mais vous dites, ben, on m'a refusé la dépense numéro 3 dans la déclaration numéro 1, elles apparaîtront automatiquement, les dépenses, et comme ça nous permettra d'avoir une traçabilité. L'avantage de dire que c'est une dépense refusée, c'est que vous allez pouvoir récupérer les pièces qui sont liées, ça vous évitera de les remettre et vous pourrez les compléter. Donc voilà pour un peu le masque de saisie pour du personnel. Pour les projets qui auraient choisi le taux forfaitaire automatique, évidemment, ils n'ont pas à saisir. C'est un calcul automatique par rapport aux autres dépenses que l'on va saisir. Je ne rentre pas dans ce détail-là parce que ce n'est pas la majorité des projets, mais vous n'aurez pas à saisir ce point-là. Donc ça, c'est pour les dépenses de personnel. On va passer à la saisie des dépenses de voyage qui donnent pas mal de fil à retordre à beaucoup de bénéficiaires puisque beaucoup sont refusés et que les contrôleurs demandent beaucoup de pièces. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de créer ce nouveau système de réunion du projet qui vous permettra d'imputer un voyage à une réunion ou un séminaire ou un événement spécifique du projet. Encore une fois, si la réunion a déjà été créée par votre chef de file ou par un autre partenaire, vous n'avez pas besoin de recréer la réunion. Vous pouvez simplement aller la chercher. Donc, vous saisissez dans la typologie de dépenses de voyage, de dire à qui elle appartient. Alors, dans le cas, il apparaît le mot proveedor, c'est fournisseur en français. On va dire que on va reconsidérer que c'est l'employé 1 qui est le fournisseur parce que ça sera certainement sa feuille de mission qui va apparaître. Vous pourriez également mettre dans ce cas votre propre structure bénéficiaire, je ne sais pas moi, la mairie ou soit la mairie ou soit l'association, votre propre association de laquelle vous êtes membre, et vous apparaissez comme le fournisseur de la dépense. Vous pourriez, dans l'hypothèse où c'est une dépense de voyage qui serait sur la base d'un marché public parce que vous avez une agence de voyage pour ces déplacements, indiquer le contrat si vous avez un contrat public avec une agence de voyage et ajouter le contrat correspondant. Vous indiquez quel est le numéro, les types de documents que vous allez joindre. Comme il s'agit souvent de feuilles de mission, vous indiquez la mission numéro 1 avec tous les justificatifs qui seront liés et qu'on mettra dans la documentation. La date du document principal, sa date de paiement. Important, c'est toujours la date de paiement qui seulement ne valent que les dates de paiement sur SIGEFA. Il faut que les dépenses soient payées quand elles sont présentées. Et de la même façon, vous allez mettre le montant imputé à la déclaration.
Encore une fois, nous avons fait le choix de dire, par exemple, le déplacement a coûté 85 €, c'est ce qui a été payé à l'employé, mais peut-être qu'il n'y a que 80 € qui sont réellement imputables au projet POCTEFA en cours. La TVA, si c'est le cas, le forme de paiement à nouveau, la référence comptable, on revient sur la même chose, on réécrit quelle est la référence du contrat, et vous pouvez également l'imputer à plusieurs actions. Par défaut, vous pouvez le mettre que sur une, hein, il n'y a pas de souci, vous créez deux dépenses, mais c'est plus simple si vous l'avez dans plusieurs, et si c'était par exemple à la fois une activité de communication, une activité de gestion du projet, selon votre clé de répartition. On va aller, donc là, et là, ce qui est important, c'est d'indiquer la réunion à laquelle elle est liée. Si elle n'existe pas, cette réunion, vous devez la créer, mais parler entre vous pour le faire. Et enfin, on va aller sur les dépenses de accessoirement services externes, c'est les prestations externes en général. Donc, on va aller voir un petit peu comment elle est faite. Même masque de saisie, je ne vais pas m'étendre parce que sa particularité à ce type de dépenses, c'est qu'il faut mettre le fournisseur, c'est important. Et dans ce cas-là, le contrat, s'il existe un contrat par rapport à ça. Si vous avez déjà créé vos fournisseurs, pas de souci. Voilà pour le registre de dépenses. Ces dépenses sont dans une boîte à dépenses. Tant qu'elles ne sont pas liées à une déclaration, comme nous allons le voir, elles ne sont pas encore présentées. Mais vous pouvez les saisir à n'importe quel moment en dehors des périodes de déclaration pour vous avancer sur votre travail. D'accord. Maintenant, on va continuer avec le troisième onglet qui est les registres des financements. Donc, dans cet onglet, vous allez déclarer tous les financements publics qui ont été attribués au projet. Non, perçus. Qui ont été perçus. Et par exemple, dans votre plan de financement, vous avez mis votre coût total, la subvention FEDER, et puis il y a un 35% qui peut être soit ressources propres, ou vous pouvez avoir des cofinancements publics qui vous a en fait que vous allez recevoir d'une entité publique, par exemple une mairie. Donc, dès que vous percevez en fait cet cofinancement public, vous devez la déclarer dans les registres des financements. Donc, on va vous montrer un exemple. On crée un nouveau financement. Vous aurez un numéro automatiquement donné par la plateforme SIGEFA. Après, vous aurez un dépliant où vous allez trouver tous les cofinancements publics qui sont établis dans votre plan de financement. Si vous avez perçu un cofinancement public qui n'a pas été consigné dans votre plan de financement, vous pourrez quand même le déclarer. Donc, vous savez avoir une option qui est Autre public France ou Autre public Espagne. Alors, excuse-moi, c'est pas vous pouvez, c'est que vous avez l'obligation absolue de saisir quelconque financement qui aurait été attribué au projet, même si celui-ci n'était pas prévu. Donc, oui, voilà. Donc, vous déclarez votre financement, même s'il n'a pas été prévu, vous pourrez le faire. Bon, c'est une obligation. Et vous devrez indiquer les montants perçus et les concepts du paiement, c'est-à-dire si c'est un paiement unique, un paiement intermédiaire, etc. Et vous garderez votre financement dans les registres. Et c'est important, c'était très important aussi de joindre les documents justificatifs de la concession de la subvention et la preuve du paiement de la subvention. Dans les cas où les cofinancements publics ne seraient pas prévus dans les plans de financement, mais vous l'avez déclaré, vous devrez faire par la suite une demande de modification du plan de financement du projet. On va essayer d'accélérer. Oui, on va un petit peu accélérer parce qu'on se fait prendre par le temps. On est désolé. Et donc le dernier pas, ça serait la déclaration individuelle des dépenses et des financements
proprement dite. Une fois avoir rempli, en fait, ceci, toutes les données des rubriques que l'on vient de voir. Donc, pour créer une déclaration, vous devrez cliquer sur cette rubrique jaune, créer une déclaration. On a déjà fait une comme exemple. Donc, dans la première partie, vous devrez mettre les données des calendriers de la déclaration, la date de la déclaration, jusqu'où la période elle couvre les dépenses présentées. Très important, ne vous trompez pas sur le type de déclaration, si elle est intermédiaire ou finale. Normalement, vous allez faire des déclarations intermédiaires parce que vous n'allez pas déclarer toutes les dépenses du projet d'un seul coup. Et après, vous aurez à remplir les données du responsable financier. Vous pouvez changer les responsables financiers, c'est-à-dire il peut être un responsable financier différent de celui qui apparaît dans les formulaires des candidatures s'il y a eu un changement. Mais s'il est le cas, vous enregistrez les nouvelles données ici et par la suite, vous faites une mise à jour des données dans les formulaires des candidatures. C'est ce nom-là qui apparaîtra dans la déclaration que vous devrez signer. Donc, on va vous montrer les documents, en fait, des déclarations individuelles. Ici, ces documents PDF, vous devrez les faire signer par les représentants légaux de l'entité et aussi par les représentants financiers de l'entité. Donc, et ici, il y a toutes les dépenses qui ont été saisies pour la déclaration, les recettes s'il y en a, les financements aussi s'il y en a. Donc, et voilà. Et c'est une chose qui est très importante, c'est si les responsables financiers est un tiers qualifié et la liste des tiers qualifiés est une liste qui apparaît dans les guides de déclaration des dépenses, vous ne devez pas joindre à votre déclaration les justificatifs des paiements des dépenses. Mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si votre responsable financier n'est pas un tiers qualifié, vous devrez joindre aux dépenses tous les justificatifs des paiements des dépenses. Faites très attention parce que c'est une erreur très commune et les dépenses sont souvent rejetées par les contrôleurs de premier niveau parce qu'il y a une absence de justificatifs des paiements des dépenses quand le responsable financier n'est pas un tiers qualifié. Donc, on passe très rapidement sur le point dépenses payées. Dans l'hypothèse où l'important, c'est le document que vous venez de voir en PDF, qui est celui-ci. C'est celui-ci que vous allez transmettre, signé en original au contrôleur. Pour que les données correctes apparaissent, vous devez insérer vos dépenses payées. Par défaut, apparaissent celles que vous avez créées dans le registre de dépenses. S'il en manque une, vous appuyez sur « Inclure une dépense ». Vous pouvez également la retirer si elle n'est pas encore payée. Donc voilà, pour avoir les données justes dans le premier tableau en haut qui indique la dépense. En ce qui concerne les recettes et les dépenses d'exploitation, si votre projet a généré des recettes pendant la période d'exécution qu'on a indiquée auparavant, vous devez les indiquer ici en tant que dépenses brutes. Par exemple, vous avez fait un événement avec des entrées et vous avez reçu 30 € de recettes pour la billetterie. Et puis, vous pouvez décompter de ceci les dépenses d'exploitation, si jamais il y en a eu, qui serait par exemple une entreprise de sécurité. Attention, cette dépense d'exploitation se saisit en négatif et ne peut pas être une dépense que vous avez déjà présentée au projet. Une fois effectué ce point-là, vous avez a priori la déclaration de dépenses qui doit être correcte et que vous allez les faire signer par votre comptable public et votre représentant légal. Reste le rapport intermédiaire d'exécution du bénéficiaire à saisir, qui est extrêmement important pour que votre chef de file et pour que nous nous rendions compte et que le contrôleur sache ce que vous avez fait pendant cette période-là.
Alors, comme vient de le dire Émilie, c'est une partie de la déclaration des dépenses qui est très importante parce qu'avec les rapports intermédiaires d'exécution, vous allez montrer ce que vous avez fait pendant la période de déclaration des dépenses. Donc, et c'est très important et ça a la même importance en fait que les registres corrects des dépenses. Donc, pour faire un bon rapport intermédiaire d'exécution, vous devez tenir en compte quelques consignes. En fait, vous devez être très précis, très clair et et résumer en fait tout ce que vous avez fait dans la période de déclaration de dépenses. Imaginez en fait qu'une personne externe au projet qui ne les connaît pas du tout va connaître votre projet et vos activités par les moyens de ces rapports d'exécution. Donc, il est très important de bien remplir chacune des rubriques du rapport intermédiaire d'exécution d'une manière claire et précise. Rappel pour les partenaires endorants. Ils doivent faire les rapports d'exécution, ils doivent aussi les remplir, sauf qu'ils sont exempts de remplir seulement certaines de ces rubriques. Donc, vous pouvez les consulter dans la fiche numéro 6 du guide de déclaration de dépenses. Très important aussi pour montrer ce que vous avez fait pendant la période, c'est dans la partie annexe, comme document joint à la déclaration, fournir tous les documents concernant les livrables que vous avez établis dans le formulaire de candidature. Donc, une fois que vous avez fini de bien remplir votre rapport intermédiaire d'exécution, vous pouvez en fait signer votre déclaration de dépenses. Tu peux revenir d'ailleurs. Je reviens en fait. Oui. La déclaration. Vous pouvez signer D'abord, il faut cliquer. D'abord, il faut finaliser. Pour pouvoir cliquer, oui. Vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, mais d'abord, il faut déclarer pour que la mention brouillon ou borrador disparaisse. Donc, le mieux, c'est de travailler conjointement avec vos comptables. Là, on nous indique qu'on n'a pas rempli les champs. Donc, ça, tant que vous n'avez pas rempli le rapport intermédiaire, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais vous pouvez leur envoyer le brouillon pour savoir s'il est d'accord pour signer ce document ainsi que votre représentant légal. Et une fois que vous êtes d'accord, vous cliquez sur déclarer et c'est après que vous irez générer le document pour le faire signer. Donc, la mention brouillon va disparaître. Vous aurez un document impropre. Vous pourrez les faire signer et les joindre dans dans la partie rapport intermédiaire d'exécution, déclaration des dépenses et des financements des bénéficiaires signés. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir sélectionner votre document signé et les joindre à votre déclaration. Vous avez absolument l'obligation de l'envoyer par courrier au contrôleur de premier niveau, auquel nous vous fournirons l'adresse. En l'absence du document original ou d'une signature numérique approuvée par l'État espagnol, puisqu'en France, on n'a pas ce genre de choses, les dépenses sont refusées quand on n'a pas l'original. Si le rapport intermédiaire d'exécution n'est pas correctement rempli, bien souvent, les dépenses sont refusées parce qu'il sert à expliquer à quoi ont servi vos dépenses si elles ont un lien avec le projet. Pour pas dire que vous avez passé les dépenses de la tante Martine. Non, vous devez raconter le projet et qu'on est dans ce document l'historique et pourquoi et qu'on trouve naturellement le lien entre les dépenses que vous présentez et ce que vous avez exécuté. Nous allons passer. Donc, pardon. Oui, donc une fois que vous avez fini votre déclaration individuelle des dépenses, c'est au contrôleur de premier niveau d'analyser l'éligibilité de vos dépenses. Il fera une vérification dépense par dépense et il vous contactera s'il y a des documents manquants. Donc, vous aurez une période de correction de 10 jours pour pouvoir lui envoyer les documents manquants et rattraper des erreurs s'il y en a.
Et c'est possible. D'où l'intérêt de mettre vos mails à jour. Beaucoup de bénéficiaires n'ont pas mis les mails à jour et se sont vus toutes leurs dépenses refusées. Faites attention aux mails qui sont inscrits dans le formulaire de candidature. Nous allons passer la parole à la technicienne financière de l'autorité de gestion qui va vous parler de fraude. Donc, nous allons quitter cet écran. Et je crois que j'espère qu'on nous voit. Et nous passons à Concepción Baraja, à qui il reste 2 minutes pour nous faire une petite présentation sur la fraude. Bonjour à tous et à toutes. Émilie m'a présenté. Je sais qu'il y a beaucoup de questions dans les tuyaux, donc je vais être très rapide, mais il faut couvrir un point qui est important en amont et je dirais derrière tout ce qui est le travail des fonds FEDER qui nous est demandé de plus en plus et qui est très important pour l'autorité de gestion, pour le secrétariat conjoint, dans une culture antifraude avec une tolérance zéro et un engagement de contrôle et de vérification et de minimisation des risques afin d'assurer que les fonds engagés FEDER remplissent tous les prérequis et vous sont correctement accordés à tous. Bien, alors j'ai une petite présentation en français. Tout d'abord, une petite définition. Ça passe comme ça? Oui. Ou je peux? Non, ça n'avance pas. Ah, d'accord, bien. Bien, alors, il y a une différence entre ce qui est une irrégularité, qui est une erreur qui porte atteinte au budget de l'Union européenne, comme vous pouvez lire, et qui est un manquement, une méconnaissance de la réglementation, un raté, et donc c'est un acte involontaire. Ces irrégularités, on va les suivre en fait dans toute la gestion des projets. C'est des taux d'irrégularité ou des contrôleurs ou par les contrôles de cohérence que l'on va suivre et qui marquent en fait la bonne performance de notre programme. Quant à la fraude, le soupçon de fraude, il faut être très vigilant quant à la terminologie. C'est une irrégularité qui donne lieu à un engagement d'une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l'existence d'un comportement intentionnel. Donc, l'analyse de l'irrégularité met en évidence l'intentionnalité. C'est un faux document, une répétition volontaire de l'erreur, une fausse déclaration. Vous voyez bien qu'il y a une nuance qui n'est pas facile à mettre en évidence, justement. Bien. Bon, nous avons donc un cycle anti-fraude qui est surtout travaillé sur la prévention. Donc, cette intervention de 2 minutes, elle va dans ce sens-là. Une détection qui était faite tout au long, je dirais, des process de la gestion du programme, depuis votre dépôt de candidature jusqu'à la finalisation du projet, à tous les niveaux, que ce soit la déclaration des dépenses, des financements, des réunions, et un système d'alerte qui est mis en place par l'Union européenne et qui est une remontée d'alerte à l'OLAF, qui est l'organisme de lutte antifraude, qui est une obligation et donc qui est beaucoup plus courant que on ne le pense. Bien, je vais rentrer directement maintenant sur des exemples. Alors, dans toute votre piste d'audit, vous avez une quantité de documents très importante et donc il y a, je dirais, différentes formes de documents qu'il faut prendre en compte. Avec une logique, tout ça, c'est du sens commun. Il y a un document original, il y a les copies des documents certifiés, il y a des copies simples, il y a des versions électroniques. Et donc, dans tous ces documents et ces différentes versions, il peut y avoir effectivement des manipulations. Donc, je dirais que dans les différentes étapes, il y a des signaux d'alerte sur les formats, sur les factures ou les lettres sans logo. Il y a des différences qui sont visibles à l'œil. Et les contrôleurs, ils sont tellement habitués qu'ils ont beaucoup de, je dirais, de vues. Je vais pas rentrer dans des exemples très concrets. Cette présentation, de toute façon, elle sera après affichée. Et je vais rentrer surtout sur dire que le numéro de compte bancaire erroné, c'est très important. Nous avons des difficultés à que vous nous envoyiez bien correctement vos comptes. Et donc, ça pourra mettre en retard si, bien sûr, l'information n'est pas correcte. Et 2 points importants. Et les documents, tout ce qui est falsification de présence des étudiants, des participants, l'antidatage de la documentation. Attention, il peut arriver qu'un contrôleur dans une
Dans une certification, on vous demande des certificats. Le représentant légal, il a changé entre-temps. Donc, il faut bien prévoir en amont les feuilles d'émargement, les certificats d'affectation du personnel pour que cela soit bien pris en compte. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin et surtout penser aux faux experts comptables, aux faux commissaires aux comptes, aux faux architectes, aux faux techniciens. Il existe des fois des certificats et des signatures de personnes qui ne sont pas registrées au registre adéquat. Donc, soyez vigilants, tenez compte de cet élément tout au long de votre process et tout au long de votre établissement de documents avec vos partenaires et vos tiers. Merci beaucoup et bonne continuation. Je vous laisse place à Pilar pour un résumé et ouvrir les questions. Merci. Et merci Conchi, merci Émilie et Teresa. Avant de passer à certaines des questions, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, vous pouvez les voir, les lire, autant les questions que nos réponses. Et je souhaiterais vous rappeler que tout le webinaire est enregistré et d'ici 2-3 jours, on va le télécharger sur notre site. Et on vous rappelle aussi que le guide de déclaration des dépenses a été mis à jour. La version en français est en cours de traduction et très prochainement, vous pourrez la télécharger aussi. Et je souhaitais vous dire aussi que normalement demain, vous allez recevoir un questionnaire pour des satisfactions sur les contenus et d'autres choses du webinaire. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de questions, mais il y a eu surtout certaines questions concernant les tiers qualifiés. Et je souhaiterais que peut-être Émilie peut nous éclaircir certaines. Effectivement. Oui. Concernant qu'est-ce qu'un tiers qualifié, vous avez la liste des tiers qualifiés que nous considérons comme tiers qualifiés dans le guide de déclaration de dépenses. Je vais citer les principaux. Ce sont des gens qui, en fait, quand ils signent, leur signature fait foi pour prouver le paiement des dépenses. C'est-à-dire que un expert comptable enregistré auprès des experts comptables, donc si votre structure, genre associative, fait appel à un expert comptable et qu'elle signe votre déclaration, sa signature vaudra pour dire oui, effectivement, ces dépenses existent, elles sont enregistrées dans la comptabilité et elles sont effectivement payées à la date qui est indiquée sur le document. Il y a les commissaires aux comptes qui sont des tiers qualifiés et il y a tous les agents publics des trésoreries publiques en France qui le sont. Alors, typiquement, là où on a des problèmes, c'est que n'est pas un tiers qualifié un président d'association, ni son trésorier, parce qu'ils ne sont pas enregistrés à l'ordre des experts comptables en France, ou ce genre de structure. Il n'est pas responsable sur ses propres deniers de ces choses-là. Et le directeur des services ou le directeur des ressources humaines n'est pas non plus un tiers qualifié. Donc, tous les documents doivent venir avec cette double signature, représentant légal qui confirme que les dépenses sont réellement liées à l'opération, qu'elles ne sont pas double financées, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on est vraiment ces dépenses du projet POCTEFA que vous présentez. Et de l'autre côté, le tiers qualifié qui, lui, ne sait pas forcément à quoi servir les dépenses, mais si qui garantit qu'elles sont réellement payées et qu'elles sont bien là. Donc, c'est ça, un tiers qualifié. On reconnaît un tiers qualifié grâce notamment, en plus de sa signature, ils ont des numéros d'experts comptables, de comptables publics ou ce genre de choses. Et il y a le cachet de la trésorerie publique, si vous êtes un public, fait foi en plus de sa signature pour pouvoir justifier d'un tiers qualifié. Voilà pour le côté français, on verra dans les séminaires suivants pour les Espagnols. Oui, il y a 2-3 questions qu'on peut essayer. Alors, la référence comptable, oui. À quoi elle sert? L'autorité d'audit nous a demandé à ce qu'on soit beaucoup plus clair sur le thème de la référence comptable. Vous avez l'obligation, et tous les projets européens ont l'obligation d'assurer une séparation comptable. Et par ailleurs, nous devons nous engager à ne pas double financer les dépenses que vous présentez à POCTEFA par un autre programme comme du FSE, un autre FEDER ou ce genre de choses. Cette référence comptable doit nous donner la piste d'audit dans votre comptabilité, donc toute dépense doit être enregistrée dans votre comptabilité, et de nous permettre de la même façon de nous assurer qu'elle n'est pas double financée.
Donc, selon l'imputation comptable que vous faites, donc ça, vous prenez la tâche de vos comptables. En comptabilité publique, il y a des codes pour dire quel type de dépense ça va là, tel type ça va là. Dans les associations et les autres structures, les entreprises, vous avez des comptabilités privées. Donc, vous avez également des codes. Certains d'entre vous, vous avez une comptabilité analytique avec un numéro de code comptable qui permet de séparer fonctionnellement. Vous devez indiquer ces codes. C'est votre référence parce que le jour où si un contrôleur vient dans votre structure, vous devez aller vous devrez montrer que c'est bien dans votre comptabilité, qu'elles ne sont pas double financées. Et c'est ce code qui vous permettra de vous en assurer. C'est d'autant plus important dans le cadre de la facturation électronique qui existe en Espagne actuellement, mais je ne m'étends pas sur le sujet, c'est spécifique aux bénéficiaires espagnols. Alors, on a d'autres questions sur les dépenses avec ou sans TVA, hors taxe ou TTC. Dans votre plan de financement, vous avez dès le départ indiqué pour chacun des bénéficiaires si vous avez des dépenses, vous les présentiez en TTC ou en hors taxe. Si vous avez mis hors taxe, logiquement, le contrôleur ne vous prendra pas la TVA. Ça, c'est la première chose. Vous êtes peut-être trompé. Donc ça pourrait être vu pour voir si on fait une modification, si il y a une erreur dans la saisie. La TVA est éligible, sauf si vous la récupérez. Donc tout simplement, on ne peut pas vous financer 2 fois la TVA. Donc, il y a donc ceux qui récupèrent la TVA, vous n'avez pas le droit de la présenter. Et ceux qui ne la récupèrent pas, vous avez le droit de la présenter, elle est éligible. Certaines structures ont des TVA proratisées parce qu'elles ont une double comptabilité, c'est un peu plus complexe. Contactez-nous en cas de besoin. Mais votre comptable le sait en principe. Alors, qui doit signer une attestation d'affectation d'un personnel à l'opération sur un pourcentage fixe de temps de travail? Le supérieur hiérarchique signe cette attestation d'affectation. Il va dire, alors attention, sur ces attestations, il est fortement recommandé qu'elles soient signées avant le début de la mission. C'est parce que le règlement européen qui dit qu'on peut utiliser ce type de document parle de la mission à effectuer et parle au futur. Donc, ça veut dire qu'a priori, un auditeur devrait comprendre qu'elle devrait être faite avant. Donc, le document doit être avant pour dire, avec un directeur ou le directeur des ressources humaines, en tout cas le supérieur hiérarchique de l'employé qui va dire, je dédie monsieur ou madame X ou Y à 30% de son temps de travail à travailler sur le projet POCTEFA, acronyme blablabla. Alors, vous pouvez le faire, c'est mieux si vous le faites pour les 3 ans du projet. Des fois, c'est pas possible dans vos comptabilités. Sur 1 an, en imputation comptable, c'est pas mal et vous pourrez le refaire chaque année en fonction. Une fois ce document fait, je rappelle qu'il n'est plus besoin de faire une feuille de temps et que du coup, on ne vérifiera pas la réalité. C'est un engagement qu'on fait au début, on est gagnant ou on est perdant. C'est un peu l'idée. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, il y a eu des questions sur les dépenses des réunions qui doivent saisir, parce que il y a eu beaucoup de questions parce que c'est vrai que vous avez vu dans l'écran le module, mais qui est pas encore disponible comme Émilie et Teresa vous ont raconté. Mais il y a eu des questions comment ils doivent télécharger les différents documents dans le module. Ah, comment télécharger? Là, c'est une organisation interne au sein du partenariat. Non, mais surtout, s'il faut les télécharger dans le module. S'il faut le faire. C'est télécharger quoi? Les différents documents des réunions. Oui. Des événements. Oui, le mieux, l'idéal, au lieu de faire à chaque fois, parce que le contrôleur, il va vous dire, oui, mais la réunion là, vous avez fait quoi? Puis vous avez peut-être 4, 5, 20 dépenses à saisir dans la réunion. Pour éviter de saisir, de mettre en fichier joint 20 fois la réunion, et en plus, vous y avez tous participé dans le partenariat, le lien que vous allez créer entre la dépense et la réunion, vous aurez à le saisir qu'une seule fois. Donc, par exemple, si vous faites une réunion du partenariat et qu'il y en a un qui dit, moi, je vais mettre le compte rendu en ligne, et puis l'autre dit, moi, je mettrai la feuille d'émargement, moi, j'ai les photos, je vais saisir les photos, et vous pouvez, de façon conjointe, compléter toute la documentation relative à cette réunion ou cet événement dans l'application. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire à plusieurs, parce que des fois, c'est pas que le chef de file qui a l'information, des fois, c'est pas que le partenaire. Une fois qu'elle est créée, cette réunion ou cet événement, vous pouvez tous contribuer à apporter des pièces par rapport à ça. Je vois 2, 3 questions en plus. Oui. Et si tous les déplacements, ça on parlait aussi du même sujet, des réunions, des événements. Si tous les déplacements doivent être liés à des réunions ou doivent être liés à des activités du projet. Elles doivent être liées à des activités du projet. Nous, on vous a créé cet outil, qui est l'outil réunion,
il y aura peut-être des cas où ça vaut pas le coup de créer une réunion. Nous, on vous recommande fortement de l'utiliser parce que ça vous permet de donner de la réalité à votre projet et à vos dépenses. Et en plus, le contrôleur est complètement légitime et justifié à demander, mais vous êtes déplacé pourquoi ou pour faire quoi? Donc, c'est pas complètement obligatoire. C'est très, très fortement recommandé. Disons qu'il y a un nombre de cas particuliers sur les projets POC-TEFA qui fait que des fois, quelque chose n'est pas très ajusté ou les outils que nous vous proposons ne sont pas toujours ajustés au cas très particulier de vos projets. Donc, il y a une légère flexibilité. Moi, je vous encourage vraiment à utiliser cet outil. Sinon, il faudra le mettre auprès de chaque dépense pour avoir toujours une preuve de pourquoi vous vous déplacez, en quoi ce déplacement est lié au projet. Et c'est pareil pour toutes les dépenses. Vous nous passez des dépenses de crayons. En quoi ces crayons sont liés au projet? Tout simplement. Oui. Il faut mettre les salaires chargés. Oui, brut chargé, c'est ce qui est éligible. Oui. Et il y avait aussi une question sur qu'est-ce qu'on considère un événement. Mais un événement peut être une réunion, un séminaire, une conférence, un salon. Ce que vous avez prévu dans le projet en général. Oui. Peut-être que vous avez prévu de faire la fête de la saucisse, et bien il y aura l'événement fête de la saucisse qui sera présenté. Voilà. D'autres, ce sera vos propres réunions internes. Des fois, ce sera une réunion qu'entre deux partenaires. Un partenaire pourrait avoir des réunions avec d'autres acteurs qui sont pas directement, mais qui sont liés au projet. Ça, on peut pas. Le nombre de cas est immense, mais on vous invite à les faire correctement. Oui. Et concernant les dépenses de préparation, les dépenses de préparation, tout d'abord, doivent être signalées dans le formulaire de candidature, c'est-à-dire il devrait avoir qu'elles soient prévues. Oui, qu'elles devraient être prévues et approuvées. Et les dépenses peuvent être à partir du 1er janvier 2014 jusqu'à la date de démarrage du projet. Et c'est à vous d'avoir déjà signalé dans le formulaire de candidature pour quels bénéficiaires sont concernés pour ces dépenses. Pardon, pour ces dépenses de préparation. Pour ceux qui ont, il y a des questions sur le forfaitaire, sur le personnel. Ceux qui ont choisi l'option forfaitaire, c'est-à-dire automatique, l'application CGFA le fera automatiquement. Il y a 3 façons de faire le personnel. Soit vous avez choisi l'option automatique, c'est-à-dire que ça se calcule directement sur les coûts en fonction du taux que vous avez indiqué dans le formulaire de candidature. Donc là, vous n'avez rien à faire. Ça va se calculer automatiquement à chaque fois que vous allez présenter une dépense. Soit vous êtes à la feuille de temps, donc là, il faut faire tout l'enregistrement de 100% du temps. C'est important, 100%, parce que c'est indiqué. Donc, vous fournissez vos feuilles de temps et vous faites un coût horaire. Soit vous avez une feuille de mission qui indique le pourcentage de dédication du salarié à l'opération, et là, vous appliquez ce pourcentage sur le coût chargé brut, le brut chargé. Il y a aussi une question sur les dépenses de mission hors Europe. Là, il faut absolument que cela devrait avoir été signalé aussi dans le formulaire des candidatures, parce que c'est une question spécifique du formulaire des candidatures. Et en tout cas, il faut s'adresser au secrétariat conjoint au cas où vous n'allez soit bien signaler, soit vous ne l'avez pas nuancé, pour présenter une demande d'acceptation de ces dépenses avec un justificatif. C'est-à-dire, il faut savoir pourquoi vous souhaitez ou vous avez besoin de ces déplacements hors Europe. Oui. Mais ce type de dépenses devrait être si c'est pas prévu, c'est pas éligible. Oui. Si vous avez finalement ça, vous devez nous contacter pour nous expliquer le bien fondé de cette dépense et en quoi elle contribue au projet et au territoire POC-TEFA. Et là, peut-être on pourra ouvrir quelque chose. Mais de toute façon, si vous n'avez pas un contact avec nous avant et que c'était pas prévu dans votre projet, la dépense sera refusée. Oui. Voilà, nous allons peut-être… on voit qu'il y a beaucoup de questions. On va les analyser d'après le webinaire pour voir s'il y a des questions qui ne sont pas dans le guide et qu'il faut vous informer. Et on vous remercie à tous de votre participation dans notre webinaire. Et on vous rappelle, à part de toutes les choses que je viens de vous rappeler, le guide et la vidéo de tout le temps, et de mettre à jour et de bien vérifier que votre numéro de compte sont corrects dans le formulaire. Et vos emails. Oui, et vous savez que vous pouvez toujours nous contacter sur consultas@poctefa.eu. Merci beaucoup et à très bientôt.
À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors.